Bonjour à vous tous ceux que je n'ai pas encore vus et que nous n'avons pas encore vus. Je suis ravi de vous accueillir ici. Le maître mot de cette journée, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les conversations. Donc on vous demandera de jouer le jeu, de prendre le micro aussi, de poser des questions à nos invités. Merci de nous avoir rejoints pour cet échange. On espère qu'il sera passionnant. On va tout faire pour qu'il soit passionnant. Je voulais vous interpeller peut-être. Tout d'abord, vous savez, vous avez suivi, je pense, ce rapport du GIEC. Il est finalement sans appel. Il y a une urgence à agir dans tous les domaines par rapport à ce réchauffement climatique et autre chose pour la planète. Il y a des choses qu'on peut tous faire à titre personnel. Il y a aussi des choses qu'on peut faire en collectif dans nos entreprises. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer à planter le décor de cette table ronde par une question. Et si les entreprises produisaient avec conscience, raison et justesse pour durer et donner davantage de bon sens à leurs activités, pour prendre le temps de repenser le rôle du marketing et de la communication au sein de votre entreprise, comme garant de la pérennité, et puis aussi garant de cette pérennité de votre stratégie pour repartir avec des outils, des bonnes pratiques et des exemples d'entreprises qui font le pari de la sobriété. Deux invités sont à mes côtés. Ferréol Lespinasse, spécialisé en conseil éditorial et rédaction web chez Cyclope Éditorial, et Heidi Vincent, à ma gauche, spécialisée en stratégie responsable et en synchronisation opérationnelle. Bonjour à toutes les deux, ravi de vous retrouver ici. Bonjour. Ça fait plaisir. Le principe de la table ronde est simple. Vous allez poser vos questions à nos deux invités. Vous pouvez donc commencer à lever la main pour les interviewer. On a réparti les rôles de la manière suivante. Ferréol va se concentrer sur plutôt la stratégie éditoriale et sur la sobriété éditoriale. Et Heidi, quant à elle, va faire le pont entre stratégie globale d'entreprise et l'exécution. Vous le savez, l'exécution, c'est toujours clé. Je vais leur demander à toutes les deux de planter le décor à tour de rôle, de manière assez rapide pour qu'on puisse passer ensuite aux questions. On va commencer par Ferréol. La sobriété éditoriale, quel rôle et quels enjeux pour un marketing et une communication responsable, Ferréol? La sobriété éditoriale, elle vise tout d'abord à se concentrer sur la qualité au détriment de contre la quantité, pardon. Donc remettre du bon sens en communication, aller sur l'utilité pour l'internaute et l'efficacité pour l'entreprise. Elle vise également à accompagner les prises de conscience sur la pollution du numérique et la charge mentale des internautes. Et les enjeux, justement, ça va être d'alléger la charge mentale de l'internaute et de le respecter, au lieu de l'oppresser avec un contenu et des injonctions, des notifications, etc. De veiller à la charge de travail du producteur de contenu pour que ça lui permette et que ça permette à la communication de rester dans une visée stratégique et non pas comme outil à produire du like à gogo. Et puis aussi de réfléchir et de réduire l'empreinte énergétique du numérique, puisque l'empreinte énergétique du numérique, c'est 3,8% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Donc c'est autant que l'aviation civile. Voilà. Bien posé, merci beaucoup Ferréol. On va passer à Heidi. Moins mais mieux, ça s'inscrit comment dans une stratégie marketing et une communication responsable, Heidi? Une stratégie responsable, elle est basée sur 3 piliers. Alors la première chose, je suis désolée par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'objectif d'une stratégie responsable, c'est avant tout la durabilité de ce que l'on va faire, la durabilité certes de l'entreprise, mais avant tout des personnes qui la composent. Donc c'est l'objectif premier d'une stratégie responsable, c'est pas le chiffre d'affaires. Le deuxième objectif, en fait, le deuxième pilier, pardon, c'est la prise de conscience. Prise de conscience de votre impact, de notre impact, qui est bien plus vaste que ce qu'on l'a cru pendant longtemps. L'impact sur l'humain, l'impact sur l'environnement, et donc d'agir en conscience de ce que vous faites. Essayez d'avoir un compteur émissions de CO2 quand vous publiez sur LinkedIn. Je crois qu'il y a des choses qui existent comme ça. Vous pouvez regarder l'impact CO2 de votre page de site web. Et puis la dernière chose, c'est en fait la collaboration.
Alors aujourd'hui, on dit qu'on travaille ensemble, etc. Mais c'était très difficile de travailler avec l'autre. Et pourtant, c'est absolument nécessaire de faire entrer des nouvelles compétences dans l'entreprise aujourd'hui pour répondre aux enjeux de développement durable. Donc la nécessaire collaboration, on parle de partie prenante en RSE, mais c'est finalement intégrer des compétences que vous n'avez pas aujourd'hui dans l'entreprise. Moi, personnellement, la bio s'est arrêtée en secondes et je ne suis pas capable de mesurer mon empreinte carbone. Donc, en toute humilité, je fais venir des nouvelles compétences d'entreprise où je m'entoure de nouvelles compétences et je travaille aussi avec toutes les parties prenantes. Voilà, c'est les 3 piliers. C'est pas mal pour tes 3 piliers. Tu as commencé à soulever un petit peu cette notion d'enjeu. Qu'est-ce qu'il y a comme grands enjeux derrière tout ça, Heidi ? Le premier enjeu, c'est, on veut communiquer, mais comment réussir à garder le lien avec le consommateur vu la perte de confiance associée à la perte de crédibilité des entreprises, notamment dans le mass market. Comment réussir à garder ce lien? Et puis aussi, il y a le lien et puis il y a l'attention aussi. Comment vous réussissez à capturer l'attention quand finalement on est happé par je ne sais combien de messages par jour? Donc ça, c'est le premier problème. Ouais. Le deuxième problème, ou le deuxième enjeu, c'est est-ce que l'on peut agir aujourd'hui sincèrement, réellement sincèrement dans nos actions, trouver de nouveaux business models qui vont intégrer les enjeux de RSE, les enjeux de développement durable, et ce n'est pas juste un composteur ou de faire le tri des déchets. Donc intégrer dans son business model les nouveaux enjeux du développement durable, plutôt que de s'évertuer à faire une espèce de communication à gogo sur notre dernière action d'écologie, faire une vidéo qui est extrêmement polluante pour parler de notre neutralité carbone. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière pub de Kia où vous voyez un hipster dans son SUV, il est très gentil, il se lève à l'aube en fait pour aller enlever le plastique sur une plage, alors pas à la main, hein. Non, il prend son gros SUV, il met une espèce de chariote derrière et puis il enlève tout le plastique sur la plage. Puis à la fin, il est tellement heureux de lui, il a les mains sur les hanches et puis il voit les tortues qui vont pondre sur la plage toutes propres grâce à son SUV. Donc Kia œuvre pour l'écologie. Bon, on marche un peu sur la tête, c'est un petit peu du greenwashing. Donc soit on se forme tous. Là, actuellement, il y a des formations qui sont proposées aux députés à l'Assemblée nationale. 20 heures de formation pour se former. Comment s'est formé au digital? Formons-nous au développement durable réellement, avant de communiquer à tout va. Pardon, je parle trop. Et le troisième enjeu, c'est justement cet enjeu de sensibilisation rapide, urgente, de formation. On en parlait avec Monsieur Truffen hier soir, de se former très rapidement avant de dire n'importe quoi, d'être dans le faire. Concentrez-vous sur votre corps de métier pour que les consommateurs parlent de vous plutôt que de parler avant de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises dans le mass market, dans le textile, qui sont avant tout des agences de com, avant même d'avoir travaillé sur leurs fournisseurs, s'être assuré que leurs fournisseurs on était vraiment dans de l'équitable, dans du renouvelable, dans du durable. Donc, concentrez-vous sur le story doing avant de faire le storytelling. Voilà. Story doing avant storytelling. Donc, si je comprends bien, en fait, moins mais mieux, ça s'apprend, hein, c'est ça, et il faut se former là-dessus. Ferréol, de ton côté, les grands enjeux, les challenges que tu vois. Les grands enjeux, effectivement, ça va être pour l'entreprise de pouvoir accepter de dire moins mais mieux, donc de ne pas avoir peur du vide, d'avoir l'audace de faire différemment, parce que c'est oser aussi. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent, qui me disent, voilà, mes concurrents, ce qu'ils font, ok, on va poser tout ça, puis on va faire différemment, on va proposer d'autres voies. Et ça, c'est un réel enjeu et qui n'est pas des moindres. Ensuite, ça va être aussi, sans doute, peut-être d'être moins visible, parce que si on diffuse moins de contenu, peut-être on est moins visible, mais par contre, en tout cas, on aura veillé à la qualité de ce qu'on donne à ses publics, on aura veillé à son équipe en interne, et ça aussi, c'est un enjeu qui est important. Voilà, en tout cas, parmi les enjeux qui me viennent en tête. Spontanément. Puis réfléchir avant d'agir de toute façon, au lieu d'être toujours effectivement dans le faire, dans l'outil. Ça va être vraiment l'éco-conception, elle invite vraiment à prendre un temps aussi de réflexion. Ok, très bien. Je voudrais qu'on passe un peu aux questions de la salle. Tout à l'heure, vous avez parlé de LinkedIn. Je vois dans la salle un très très bon expert qui maîtrise parfaitement LinkedIn. Je voudrais qu'on lui passe le micro. Si vous pouvez lever la main, il est là. Mais de premier rang, Bruno Friedlandsky. J'aimerais que tu réagisses, Bruno, si tu le veux bien. N'hésite pas à te lever, comme ça on te verra sur les caméras. Les caméras vont te filmer. Je voudrais que tu réagisses par rapport aux propos qui ont été tenus sur ces enjeux du moins mais mieux. Toi qui maîtrises parfaitement LinkedIn,
Qu'est-ce que tu as envie de demander à nos deux invités pour encore améliorer l'histoire? On va t'ouvrir le micro, je ne sais pas, vas-y. Non, le micro ne marche pas. Est-ce qu'on peut lui donner un micro qui fonctionne ou branché? Ouais, vas-y. Allô? Ouais, c'est parfait. Super, merci. Donc maintenant, il faut que je retrouve ma question. En fait, sur les réseaux, on essaye de faire passer le plus de temps possible aux gens. Est-ce que c'est une bonne technique ou pas? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, puisque a priori, on n'a tous que 24 heures dans la journée, on est tous à la même enseigne. Alors, il y en a qui dorment beaucoup moins que d'autres, d'accord. Mais est-ce qu'on ne devrait pas être un peu plus dans l'accès direct pour moins de charges cognitives et d'essayer de changer un peu le paradigme? Merci Bruno. Ferréol. Oui, en fait, effectivement, je pense qu'il y a un engagement de l'entreprise de veiller, de respecter son internaute, de respecter son temps d'attention et d'arrêter de vouloir le transformer en une espèce de décérébré qui doit cliquer et dont on prend le temps d'attention. J'aimerais rappeler, aux origines du web, l'idée c'était vraiment de faire un web émancipateur qui forme les êtres à devenir des êtres, les humains à devenir des êtres éclairés. Et pour moi, c'est d'ailleurs aussi un enjeu de l'entreprise de se positionner là-dessus, mais qui demande de l'engagement vraiment personnel. Au-delà, effectivement, si on regarde que son chiffre d'affaires, c'est peut-être pas ce qui va primer. Pour moi, c'est vraiment l'engagement individuel d'émanciper l'autre et de vouloir l'élever, qu'on grandisse ensemble. Ok, merci. Heidi, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais répondre à Bruno? Alors, je suis désolée, moi je prends un peu plus haut. L'ONU la recommande de parler d'indicateurs de développement humain et non plus de PIB, d'aller au-delà du PIB, parce qu'on voit bien que le PIB, les dividendes, rémunérer les actionnaires, c'est bien, mais ça ne va pas nous empêcher de souffrir de la canicule. Il fait 50 en Inde, ou de porter des masques quand il y aura régulièrement des maladies. Donc allons au-delà du chiffre d'affaires et... Alors je sais que c'est dur, hein, mais j'ai l'impression d'être la Greta Thunberg à mon échelle ici aujourd'hui, mais on est obligé de le faire maintenant en fait. Et je pense que la technologie peut nous aider à mesurer rapidement notre impact. Il y a bien quelque chose qui bloque, qui fait qu'on ne l'a pas, cet indicateur-là. On a l'indicateur financier, mais au même niveau, on devrait avoir des indicateurs comme... Alors on parle beaucoup des gaz à effet de serre, mais il y a d'autres indicateurs pour notre survie, au-delà du modèle économique. Une question, une main se lève, c'est notre ami, je reconnais cet homme, il s'appelle Stéphane. Stéphane, c'est à toi de jouer. Rebonjour, c'est encore moi. Alors je vais animer une table ronde juste après vous, avec 3 start-upers qui travaillent justement dans des start-up en hyper-croissance. Est-ce qu'on peut concilier l'hyper-croissance avec des enjeux justement de écologie et de... Super, merci Stéphane. Vas-y Heidi. Je suis au taquin, excusez-moi. En 1972, c'était il y a 50 ans, on nous a dit qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie basée sur des ressources finies. Ça n'a pas changé. Maintenant, on a tous les chiffres qui indiquent que les ressources qu'on utilise à gogo aujourd'hui sont en train de disparaître. Non, on ne peut pas avoir d'hypercroissance. Ou alors redéfinissons la notion de croissance. Si c'est du développement humain, faisons-le, l'épanouissement humain, le bien-être humain, la protection, la préservation, la régénération, parce qu'on a déjà bien pollué la nature. Oui, on peut faire ça. Mais aiguillons peut-être les bénéfices autrement que dans la rémunération de quelques personnes. Donc il faut redéfinir le concept de croissance, tout simplement. Complètement, merci. Ferréol. Et d'ailleurs, justement, comme on parle de définition et de mots de croissance, on en a déjà parlé, mais par exemple, les mots de sobriété ou de décroissance sont des mots qui font peur, alors qu'en fait, la sobriété, c'est juste, ni plus ni moins, de la simplicité. C'est se satisfaire de ce qui est, au lieu de vouloir toujours plus. Et quand on se satisfait de ce qui est, on rentre quand même dans un océan de sérénité. Et ça, faut pas le... Voilà, c'était ce que je voulais rajouter dans la définition des mots. Ça veut dire merci. Merci beaucoup Stéphane. Ça veut dire qu'on a des growth hackers, on va aller avec des de-growth hackers, c'est ça? Mais il y en a plein, des très bons, et ils sont clairement engagés dans le développement durable. C'est souvent des nouvelles générations, alors merci à tous les étudiants dans la salle. On est horrible, on vous refait reposer toute la responsabilité sur vos mains alors que c'est pas votre responsabilité, mais oui, il y a des de-growth hackers. Alors le mot est très provoque, hein, le mot décroissance fait peur, mais c'est pas la décroissance en fait, c'est juste de repartager encore une fois les bénéfices autrement, ou voire d'avoir moins de bénéfices mais plus de bien-être. Peut-être on parle de la semaine de 4 jours qui est expérimentée en Grande-Bretagne.
quel est notre but, en fait, donnons un peu plus de sens, peut-être, à cette croissance-là. Mais ça c'est, enfin, moi j'entends, c'est sympa, mais à faire en vrai, voilà. Enfin, je ne sais pas si vous vous posez la question. Comment on passe à l'acte, en fait? Parce que bon, tout ça, on est tous d'accord. Je ne vois personne dans la salle qui dit non, 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 on veut pourrir notre planète. Mais en fait, en vrai, comment on arrive à changer le truc de l'intérieur? C'est pas facile, tout est installé. Comment on fait, Ferréol? Après, il y a tout un changement de société que je ne vais pas forcément aborder parce que il nous reste 19 minutes, on ne va pas y arriver. Mais voilà. Dans la com, moi, ce que je vois, et la clé, c'est toujours me dire, quand je fais quelque chose, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour l'autre qui est en face de moi? Est-ce que ça va lui apporter quelque chose avec de la valeur ajoutée? Est-ce que c'est efficace pour mon entreprise? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une alternative plus sobre? Et déjà, pour moi, c'est 3 points qui sont assez faciles et qui permettent effectivement d'éviter des logorées de com, de contenu sur les réseaux, de com à gogo sans réflexion. Et c'est vraiment toujours la notion de, avant d'agir, je réfléchis. Ça, c'est le maître mot. Ok, donc si j'entends, c'est très web, web 2, quoi. C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. D'abord, on se dit, qu'est-ce que je peux faire et mettre à disposition pour que ça soit vraiment utile pour les autres avant que ça me soit utile pour moi, c'est ça d'abord? Oui, pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de pensée collective, de pensée globale. Si j'agis, c'est pas que à mon échelle. Enfin, l'idée, c'est on est dans une société qui est peut-être plutôt individualiste. Comment on peut arriver à une conscience d'ensemble? En tout cas, ouais, c'est porté par ça. D'accord. J'aimerais qu'on passe le micro à Vincent, qui est là. Si quelqu'un peut, Vincent, tu peux lever la main. Toi, Vincent, tu as une entreprise qui s'appelle YouMonkeys, qui est une boîte de formation avec des contenus. Et donc, tu fais effectivement du micro-learning, c'est ce qu'on appelle. Par rapport aux propos d'Heidi et de Ferréol, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu aimerais leur poser comme question pour changer peut-être un peu les choses dans ce que tu fais? Alors, je ne sais pas si je vais poser une question particulière. Par contre, la réflexion me parle. Elle me parle parce que je pense que j'ai des valeurs éthiques, j'ai des valeurs managériales, j'ai des valeurs entrepreneuriales. Après, il y a des mots qui me titillent un peu. Je me dis, pour faire du 10 grosses, il faut déjà être gros. Parce que quand on est petit, si on réduit, on n'est plus grand-chose. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas forcément de dégrossir, mais peut-être de faire effectivement différemment. Donc, le différemment, moi, il me parle. Après, on a quand même un moment des objectifs de croissance, même si ce n'est pas de l'hyper-croissance. Quand on monte un projet, même quand on est indépendant, on consomme, on crée de la pollution. Enfin, rien que le fait que des gens viennent au travail ou se connectent en visio, on crée de la pollution. Donc la moindre action crée de la pollution. Donc à un moment donné, c'est se dire, bon, ok, je vais créer 10, est-ce que je vais pas éviter de créer 11 ou 12, mais je crée quand même 10. Est-ce que je peux créer 8? Enfin, c'est un peu, c'est 15 000 dilemmes par heure si on se pose vraiment la question. Donc, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, est-ce que ça vaut le coup? Oui, idéologiquement, concrètement, voilà. Il faut faire quoi? Bon, Heidi, file un coup de main à Vincent. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Il y a plein de choses dans ce que vous avez dit. Merci. La première chose, c'est degrowth ne veut pas dire décroissance. C'est enrichir la notion de croissance avec autre chose que du bénéfice. Et quand on est tout petit, on stresse moins que le leader sur le marché qui doit garder sa place. Mais oui, on stresse aussi, mais pour d'autres raisons. C'est peut-être se dire, c'est peut-être être un peu plus sur un temps humain et pas sur le temps de l'entreprise. L'autre chose que vous avez dit, c'est... maintenant, j'ai déjà oublié les éléments. Ça va revenir. Vas-y, continue. Donc, comment tu aides Vincent, voilà, qui... Oui, c'est ça. On a parlé de compensation carbone, alors c'est sympa, mais ça devient une excuse pour agir beaucoup. Il y a énormément d'entreprises qui développent dans ce qu'on appelle l'économie régénérative. Donc en fait, on a un vivier de pollution, elle vient de nous, on peut l'exploiter et en tirer des nouvelles sources de valeur. Je pense à la société Interface, par exemple, qui est assez connue, qui est le leader dans tout ce qui est dalle de moquette, qui en fait, plutôt qu'utiliser du pétrole, qui est le premier ingrédient pour fabriquer de la moquette, va aller... dépolluer les océans. Il a une fondation où les pêcheurs récoltent les filets à la dérive et c'est réinjecté directement dans la production. En ça, ils ont développé des produits, et ils peuvent communiquer dessus maintenant, ils ont développé des produits qui sont à impact positif, même pas à impact limité, à impact positif parce qu'ils dépolluent. Et après, il y a tout un travail sur l'analyse en cycle de vie du produit pour réduire... Déjà, si on réduisait au minimum, si on se posait, faire les choses en conscience, c'est se poser avant de se dire, est-ce que
ce que je vais dire, fêter Halloween, est-ce que ça va apporter de la valeur à mes utilisateurs? Est-ce qu'ils vont se dire, mince, elle n'a pas posté un Happy Halloween aujourd'hui? Si on pouvait mesurer l'impact qu'on avait eu de notre Happy Halloween auprès des gens et puis mesurer notre impact, ce qu'on laisse sur l'environnement, je pense que peut-être qu'on s'épargnerait de faire une action qui nous a coûté du temps. En plus, il faut être original avec Happy Halloween, parce qu'on fait tout le temps la même chose. Enfin, le lancer le 21 juin, c'est une bonne idée aussi. Ça change c'est un pas peu mal, mais il fait trop chaud. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des mains se lèvent. On revient tout de suite sur vous. Moi, j'aimerais quand même te poser une question à toutes les deux, d'ailleurs. Quel lien avec l'Inbound, Ferréol? Pour moi, le lien, ça va être l'Inbound repose sur les contenus. Donc, ça va être vraiment travailler la qualité des contenus, travailler effectivement bien connaître son persona, mais avec vraiment la volonté de répondre à son besoin et de l'accompagner. L'utilité, là encore. Ouais, okay. Vraiment la notion de valeur ajoutée. Et puis, sans doute, réfléchir aussi avant de lancer des campagnes à répétition, prendre le temps, être dans un temps long, parce que de toute façon, le contenu, c'est comme le bon vin, c'est aussi avec le temps qui gagne en qualité et en référencement. Et du coup, prendre vraiment le temps, mesurer, et dans la mesure aussi, sans doute, pour l'Inbound, ce qui peut être intéressant, ça va être de regarder le temps de travail au regard des résultats. D'accord. De ton côté, le lien avec l'Inbound, Heidi? L'Inbound marketing, c'est pour faire opposition au marketing de l'interruption. Donc, dans l'Inbound, pour moi, il ne faut pas l'oublier, normalement, la notion de respect du client. Donc, le bon message, c'est-à-dire le bon message, pas pour nous, parce que ça nous arrange, mais le bon message pour lui, ce qui va lui être utile au bon moment pour lui, sur le bon canal pour lui, et ne pas le forcer à faire des choses. Il faut peut-être respecter son temps aussi pour apprécier le contenu. Qui, dans la salle, télécharge des livres blancs et les lit jusqu'à la dernière page? Bon, la dernière page est souvent l'adresse de l'entreprise, mais est-ce qu'on a le temps de regarder tous les contenus qu'on nous propose, et même des contenus super? Il y a une entreprise qui s'appelle Loom, je ne sais pas si vous connaissez, dans le textile. Elle a décidé, et elle le dit haut et fort, elle est en mode irrégulomadaire. Elle ne communique, et elle fait une super communication, que quand elle a vraiment des choses à dire qui lui semblent utiles et que son propos est étayé. Elle a un vrai travail journalistique. Et je trouve ça plutôt humble de sa part, et donc il y a une utilité. Et des fois, elle ne communique pas pendant un certain temps parce qu'elle n'a rien à dire, ou parce qu'elle n'a pas le temps. Donc ça ne sert à rien de se mettre la pression et de bosser la nuit. Elle n'a pas le temps pour ça. Je reviens sur le sujet, parce que je pense que dans la salle, on a des personnes qui ont des objectifs, qui doivent produire des résultats et à qui on demande de mettre en place les moyens pour avoir plus de résultats. Très concrètement, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour qu'ils parviennent à leurs résultats en faisant, si je comprends bien, moins mais mieux, Ferréol? Alors, moi je parle toujours déjà, un premier point, c'est d'envisager le cycle de vie du contenu. Parce que très souvent on pense à la création du contenu, on pense à la déclinaison du contenu, mais il faut vraiment l'envisager dans un temps long. Et puis également, en ce qui concerne les résultats, moi quand j'accompagne des entreprises sur de la refonte éditoriale de sites, on a vraiment retravaillé l'éditorial, on répond aux intentions de recherche, etc. Moi sincèrement, tous les sites que je travaille, ils ont des très bons résultats en termes de visites qui augmentent, de temps de lecture qui augmente, de temps de visite en provenance des moteurs de recherche. Donc ça montre bien la conséquence d'un travail de qualité. Donc pour moi, ce n'est pas incompatible avec des bons résultats. C'est juste qu'il faut sans doute les voir dans le temps long. Voilà. Et cette bascule, cette transition, justement, on prend du temps. Toi, tu es adepte du slow marketing, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méthode et comment on peut utiliser ton slow business canvas pour justement faire cette transition? Ouais, pour répondre à ta question, en fait, si vous avez des objectifs qui sont décorrélés du sens et de la mission de l'entreprise, allez parler au responsable RSE si vous en avez un, ou devenez-le, ambassadeur RSE. Ouais. Le slow business model Canva, il enrichit le business. Vous connaissez le business model Canva traditionnel qu'on utilise quand on est entrepreneur. Il enrichit. Qui connaît le business model Canvas?
Ouais, Super. ok, c'est pas mal, d'accord. Bon, les autres, on vous donnera l'adresse, c'est En top. gros, sur un bout de papier, sur un A3 ou une grande feuille, vous montrez comment fonctionne votre entreprise, c'est quoi la valeur que vous apportez aux clients, avec qui vous allez travailler, comment vous allez gagner de l'argent, qu'est-ce qui va vous coûter. Donc ça, c'est le business model Canva traditionnel, on résume son activité. En 2022, ce qui serait top, et c'est ce qu'essaye de faire le Slow Business Model Canva, c'est d'intégrer tous les enjeux, les autres enjeux, toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Première problématique, il y avait quelqu'un dans la salle tout à l'heure qui parlait de RH, c'est comment on attire les talents. Donc il y a une problématique sur la gouvernance, sur le mode de collaboration. Ça, c'est un élément qui est mis dans le Slow Business Model Canva. La première question qu'on pose dans le Slow Business Model Canva, c'est pas qui est ma cible, c'est pourquoi je le fais. Le fameux Start with Why de Simon Sinek. Oui. Quel est le sens que je donne à mon activité? C'est la première case. La deuxième case, et je l'ai mise au même niveau parce que j'arrivais pas à me décider, et pour moi elle est aussi importante, c'est avec qui je travaille et pour qui je travaille. Donc le client, il est plus roi. Je suis désolée de vous le dire. Le salarié, il est tout autant. Et les gens avec qui on travaille le sont aussi. Symétrie des attentions, oui. C'est ça? Okay. Donc on est vraiment sur le sens que je donne, pour qui et avec qui je travaille. Ensuite, on va parler de gouvernance, très important pour les nouvelles générations. On va parler aussi des autres éléments du business model Canva, la méthode de conception, de distribution. Et puis on va aussi intégrer d'autres éléments qui sont qu'est-ce qu'on peut réduire, voire refuser comme activité qu'on avait l'habitude de faire dans notre entreprise, et qu'est-ce qu'au contraire on va pouvoir pousser au maximum comme action, et c'est dans tous les pans de l'entreprise, les bonnes actions qui vont pouvoir répondre à nos objectifs. On a une case indicateurs qui sont clairement des triples indicateurs, et on n'est pas sur des indicateurs purement de performance économique, mais aussi développement humain et engagement environnemental. C'est tout bonnement la triple comptabilité, c'est tout bonnement ce vers quoi on va, avec les engagements RSE et puis la taxonomie européenne. Il y a des choses, on sera contraint, et heureusement, à mettre au même niveau ces trois indicateurs-là. Tu peux nous éclairer sur cette triple comptabilité? Je ne suis pas certain qu'on soit tous au courant. Vous avez votre ligne de compta qui est uniquement sur les aspects financiers. Vous aurez demain des indicateurs sur votre développement humain, l'inclusion, la formation, la fidélité de vos collaborateurs, les arrêts maladie, les burn-out en moins. Donc des indicateurs, la satisfaction de vos clients. Je ne pense pas elle figure à la compta, dans le bilan comptable aujourd'hui. Donc c'est un autre indicateur, c'est l'indicateur humain. Et puis vous aurez une troisième ligne qui sera ce que vous faites pour l'environnement. Il y a des entreprises, ici il y a Olga, anciennement Tribala, qui fait ça sans en être contraint d'ailleurs. Il y a d'autres boîtes, la Maïf, qui développe aussi cette notion de triple comptabilité. Ça va nous être demandé, et il y a les entreprises aujourd'hui, l'Europe demande à réaliser un diagnostic de performance extra-financier. Donc c'est tout ce qui n'est pas financier doit être mis dans un rapport aussi. Aujourd'hui, c'est que les entreprises de plus de 500 salariés. 2024, ce seront les entreprises de plus de 250 salariés. C'est en train de devenir de plus en plus restrictif, mais d'un autre sens, on y sera obligé. Qui travaille dans une entreprise de 150 salariés à peu près? Vous pouvez lever la main pour voir un petit peu. Ok, bon, vous êtes concerné, bienvenue à bord, tout va bien. Moi, tiens, je t'entendais parler de triple comptabilité, le chiffre 3 me fait penser à un truc dont on parlait qui s'appelle le Web 3, alors sans parler des métaverses, etc., parce que sinon tu vas nous dire que ça fait beaucoup de gaz. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une occasion, ce Web 3 qui pointe du nez, de revisiter toutes les façons dont on fait les choses, et c'est maintenant que ça se joue? Comment tu vois les choses? Moi, j'aimerais bien utiliser l'intelligence artificielle pour ce que je ne sais pas faire. Et j'aimerais bien que l'intelligence artificielle me dise, voilà, tu vas aller sur le métaverse au lieu de faire un événement comme ici, Inbound Marketing France, et comparons tous les éléments, les indicateurs de pollution, si je le fais ici sur cette scène et si je le fais dans le métaverse. Quel est le meilleur compromis? Et je prendrai le meilleur compromis, sans hésiter. Aujourd'hui, ça nécessite énormément d'énergie, ça nécessite beaucoup de choses tangibles, des terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, mais dont on voit les limites. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Sans parler de l'absence de lien physique, et on a vu combien le lien était nécessaire pendant le Covid, qu'on est encore des animaux sociaux. Donc, comment on créera cette... Je parlais avec quelqu'un et je vais venir à l'atelier sur les NFT et les métaverses. Comment on garde ce contact physique? Il est peut-être réel, mais comment on garde ce contact physique? On sera avec Laurent Chrétien, le patron de Laval Virtuel, et Sandrine Decorde, qui a fondé une entreprise de NFT et de l'art, ça s'appelle Artcare. Voilà, on fera cette table ronde, donc bienvenue. Autre question pour l'une et l'autre, on est en 2022, si on veut passer à l'acte rapidement, qu'est-ce qu'on choisit de faire en 2023
les choses très opérationnelles, très tangibles, qu'on peut ramener dans nos boîtes, où demain, mercredi matin, vous avez votre première visio, votre premier café avec des collègues, des amis, des collaborateurs, votre patron. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Tiens, j'ai appris ce truc-là à IMF. Voilà ce qu'on peut faire très concrètement, Ferréol. Alors, concrètement, ça va être déjà, moi je vais, en termes de com, hein, je redisais bien, c'est utilité, efficacité, alternative, ça c'est vraiment se reposer là-dessus. Et tout à l'heure, je parlais du cycle de vie du contenu, ça va être aussi d'aller visiter son site web, d'aller regarder ce qui est obsolète, ses chaînes YouTube, ce que je peux carrément déjà archiver, là où je peux prendre le moins d'espace en fait. Déjà, parce que c'est déjà des actions qui sont bénéfiques, déjà pour, en termes d'empreinte numérique, mais également en termes de référencement. Plus on a des bons contenus en ligne et qu'on supprime les obsolètes, mieux c'est pour le référencement. Donc déjà, il y aurait cette... Donc nettoyage, opération nettoyage d'été, voilà, c'est grand ménage d'été, c'est ça. Voilà. On décide là pendant les 3 mois d'été d'enlever les trucs qui datent un peu, qui rendent moins, on s'allège un tout petit peu, c'est ça ton premier conseil? Et puis de prendre conscience aussi de l'impact énergétique de son site internet. Pour ça, allez regarder sur greenIT.fr, il y a des liens pour pouvoir calculer l'impact de son site. Et ça, déjà aussi, c'est des bons outils, parce qu'on s'aperçoit qu'un site qui a une empreinte énergétique forte, en général, est très mauvais en termes de performance. Donc, en plus, ça peut être intéressant d'envisager une refonte aussi. D'accord. On peut imaginer que Google, demain, lance un indicateur qui viendrait pénaliser les sites finalement consommateurs en ressources, en énergie. Ça pourrait aussi être le fait de les pénaliser. Il pourrait lancer ce genre de choses. Pourquoi pas? Je ne sais pas si je le confierais à Google, parce qu'il faudrait que je comprenne, que je sois assurée de l'éthique qu'il y a derrière Google. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Ils le font déjà en quelque sorte en disant mobile first, et donc il faut que la page soit soit moins lourde pour s'afficher rapidement. Donc en ça, moins lourde, moins de CO2. Tu veux que je réponde à ta question sur les actions? J'aimerais bien que tu répondes en 2023. On fait quoi, le truc très rapide là qu'on peut mettre en place vraiment, qui marche. Ou demain ils peuvent le dire et personne leur rit au nez en disant dis donc, t'es complètement à côté de tes pompes. On n'a pas le temps. Il faut prendre date et le faire maintenant. Le capitalisme a mis un petit peu de temps, puis je ne sais pas combien de temps date le capitalisme, mais prendre date et commencer, chaque petit pas compte. Il y a des outils dans le bouquin qu'on a coécrit avec un designer et une dame qui est spécialisée dans les contenus aussi. Donc on a voulu rendre le truc très très concret. Il y a des outils qui existent. Le Slow Business Model Canva, c'est ce que vous sort la CCI quand vous lancez votre entreprise. C'est le Business Model Canva. Nous on l'a proposé en slow. Donc on intègre directement la RSE qui doit faire partie du business model. Donc ça c'est à l'échelle dans les entreprises qu'on a interviewées, il y a de la TPE, il y a de la start-up, il y a des grands groupes, il y a des institutions. Il y a d'autres outils dans la conception aussi de votre offre et de vos produits. Il y a des entreprises qui ont fait le choix, par exemple, de s'essayer avec une nouvelle offre et de voir comment ça pouvait transformer toutes les activités de l'entreprise et impacter tous les services petit à petit. Mais ça va prendre du temps à changer et il ne faut surtout pas bousculer les êtres humains derrière. Le changement au forceps, ça passe jamais très bien. Donc forcément, ça prend du temps. Et si vous vous dites, je vais être dans une entreprise de développement durable sous 1 an, c'est juste pas possible. Déjà, ça va vous coûter beaucoup trop cher. Et ce ne sera clairement pas inscrit dans les habitudes des gens, donc, des salariés. Donc il faut aussi respecter ce temps nécessaire à l'être humain qui n'a pas beaucoup évolué sur cet aspect-là. Le temps, ça prend du temps à changer. Donc une transformation plutôt douce en fait. Il faut l'entamer maintenant. Ouais. Et puis ne pas se mettre... On a déjà assez de pression par rapport à la rentabilité financière, mais entamer les choses maintenant de manière humble et sincère. Et pas aller communiquer dès qu'on a, on a fait le tri, quoi. Arrêtez de communiquer pour ne rien dire. Ok, ça c'est le premier truc, donc arrêtons de communiquer pour rien dire. Ferréol, ton mot de la fin. Le mot de la fin, moi j'aimerais juste prendre un peu une autre vision. En fait, aujourd'hui, tous les modèles du digital, tous les modèles digitaux, ils sont basés sur le fait qu'on a de l'électricité et qu'on a des terminaux à gogo. Et pourtant, c'est un modèle, aujourd'hui il est comme ça, demain on ne sait pas. Pour rappel, dans les métaux qui composent nos terminaux, les smartphones, les ordis, il y en a dont l'existence est programmée à 10 ans. Donc en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de commencer à penser hors ligne, commencer à penser différemment, commencer peut-être à se dire, de toute façon le numérique il est essentiel, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on ne pourrait pas le voir pour des usages essentiels? Et puis voilà, penser hors ligne.
Voilà le mot que j'aimerais... Penser hors ligne, ouais, vous posez cette question. C'est pas simple, hein, mais je pense que si on se pose la question tous et toutes, ça va nous amener à trouver d'autres solutions. Donc je merci beaucoup pour cette matière inspirante. Mille merci à toutes les deux. Merci à vous tous. On peut les applaudir très fort. Merci.